Oui, merci, Président. Madame, je suis très étonné par votre intervention cet après-midi parce que vous remettez en question, j'allais dire, pratiquement tout ce qu'on a entendu jusqu'ici dans nos auditions. Et en particulier le fait qu'on est parti dès le départ, j'allais dire, sur de mauvaises bases. Puisque vous me dites que la vaccination n'a pas été basée sur la limitation de la contagion. C'était l'idée qu'on en avait, et j'allais dire, nous, groupe socialiste, c'était notre position, c'est-à-dire vaccination obligatoire, partant du modèle de la rougeole, comme vous l'avez dit, en disant si on limite, et si on a 95% de la population vaccinée, on aura limité effectivement la contagiosité, la transmission, et donc on éradiquera. On était parti sur cette idée-là. Or, vous nous dites qu'en fait, bon, maintenant le constat est clair, hein, en plus avec Omicron, je veux dire, c'est encore plus clair. Effectivement, ce vaccin ne limite ni la transmission ni la contagiosité, et il est intéressant qu'on a des formes graves. Donc, ce qui m'inquiète, moi, un petit peu, c'est de me dire, si tous les épidémiologistes qu'on entend à longueur de journée, sur les différentes chaînes, etc., arrêtaient de dire peut-être un peu chacun la sienne, ce serait peut-être plus simple pour qu'on comprenne, parce qu'on pourrait se dire aujourd'hui, enfin, pour nous, le pass sanitaire, pas plus que le pass vaccinal n'avait de sens en qualité d'amélioration. Hein. C'était une façon de déguiser, j'allais dire, et pas très courageuse, j'allais dire quelque part, d'obliger à la vaccination. Et c'est pour ça que nous avait pris cette position de dire dès le départ, bon, vaccination obligatoire pour tous, et comme ça, on n'a besoin d'aucune contrainte, ni passe sanitaire, ni passe vaccinal, qui sont des contraintes et je veux dire des limitations de liberté. Mais aujourd'hui, pourquoi on ne se pose pas et de dire, puisque le constat est fait aujourd'hui, hein, que la transmission n'est pas diminuée, pourquoi on ne revient pas sur la politique de vaccination en disant, oui, c'est important pour les personnes obèses, pour les personnes à comorbidité, pour les personnes qui ont plus de 75 ans, etc., etc., et on axe notre vaccination là-dessus. Plutôt que de continuer sur ce discours vaccination tout le monde, tout le monde, tout le monde, alors que vous nous dites que ça n'est pas fondé sur des preuves probantes, je crois que c'est le terme que vous avez employé, et partout, enfin, et pas simplement en France, hein, mais je veux dire dans le monde entier. Donc ça nous laisse quand même un peu, enfin moi ça me perturbe beaucoup. D'autant vous avez parlé des enfants par exemple, hein, on a eu M. Fontaner mercredi dernier ici, je l'ai entendu hier au soir à la télévision dire oui, il faut vacciner les enfants de 5 à 11 ans. Le vaccin n'est pas dangereux. Et j'entends très bien le risque que vous dites en comparant avec l'antibiorésistance. Hein, à force de dire antibio à tout le monde, on a créé des antibiorésistances. Est-ce qu'on ne va pas vers le même problème? J'entends très très bien. Mais c'est un peu difficile pour nous. Si vous voulez, vous nous dites ça aujourd'hui. Hier au soir, moi, j'ai entendu Fontaner. Et M. Fontaner, j'ai plus le plus grand respect pour lui. Et quand il parle, je l'écoute. Hein, je me dis quand même, bon, il n'est pas le généraliste de campagne que j'étais, moi. Hein, donc, il a du poids pour moi. Dire les enfants, il faut les vacciner. Voilà, moi, j'ai quand même beaucoup de mal par rapport à ça. Et comment peut-on faire pour qu'on puisse reprendre en main, j'allais dire quelque part, et effectivement avoir des validations indépendantes, ce conseil scientifique, ce fameux conseil de défense là, qui est sorti dans le CESU au printemps pour nous imposer le confinement en 2020, comment on ne peut pas remettre en piste et l'HAS et Santé publique France et que tout le monde travaille, j'allais dire, de façon coordonnée, et puis s'appuie sur des preuves et sache faire, s'il faut faire une marche arrière et mea culpa, qu'on puisse le faire et dire, bon, à partir d'aujourd'hui, la politique de santé ne doit pas être celle-là parce qu'il faut aller effectivement vers, et on l'a tous constaté, hein, ce problème du manque d'aller vers dans nos populations et le relativement faible taux de vaccination des plus de 80 ans, qui sont isolés, etc. Mais comment repenser cette politique si vous nous dites ça, et moi je vous crois, hein, vous apportez des preuves des modélisations. Mercredi dernier, on a eu une audition, l'INSERM et je ne sais plus si c'était Pasteur, oui, sur l'intérêt des modélisations.
Et là, vous nous dites, ça n'a aucun intérêt, ou quasiment. Ça pourrait être intéressant de leur demander une évaluation. Je caricature, mais on s'est basé uniquement sur des modélisations qui, au fond, une fois sur 10, seulement sont dans le vrai, 9 fois sur 10 se trompent. Donc, globalement, toujours ça remet en question tout ce qu'on dit depuis 2 ans. Donc, c'est difficile. Alors, je comprends, vraiment, je comprends. Je rappelle encore une fois que dans la gradation des recommandations, pour parler de preuves scientifiques établies en médecine, il faut des essais comparatifs randomisés de forte puissance, des méta-analyses d'essais comparatifs randomisés ou des analyses de décision fondées sur des études qui sont extrêmement bien menées. Donc ça, c'est la HAS 2013 sur donc son rapport état des lieux, niveau de preuve, gradation. Il n'y a absolument pas les modélisations. C'est beaucoup trop sujet au biais. Je vous ai cité les pourcentages qui avaient été mis dans le modèle de Kochmes du Conseil scientifique pour justifier du pass, qui étaient complètement déconnectés de la réalité et qui se fondaient sur des indicateurs non évalués par les laboratoires eux-mêmes. Je précise que la HAS, dans son avis du 23 décembre 2020 sur la stratégie de vaccination contre la Covid, initialement recommandait la vaccination Covid uniquement aux catégories à risque de formes graves pour lesquelles une balance bénéfice-risque individuel favorable est clairement établie. C'est son avis du 23/12/2020. Non obligatoire et ciblé sur les personnes à risque, exactement comme on le fait pour la grippe. Puisque là, on parle de pandémie, mais donc c'est Richard Horton, le rédacteur en chef du Lancet, qui le dit. Ce n'est pas qu'une pandémie, c'est une syndémie. Une syndémie, c'est quoi? C'est une interaction entre un agent infectieux, ici le SARS-CoV-2, et des vulnérabilités, notamment l'âge, notamment les comorbidités, le gradient social. La pauvreté est un facteur de risque. La pauvreté, la précarité impactent la dimension sociale de la santé de manière majeure. Et donc, quand vous menez d'ailleurs des politiques de santé publique qui augmentent la pauvreté, vous dégradez par définition la santé de votre population. Donc, il faut bien voir que la question à la base avait été tranchée et c'était clairement ce qui est le plus cohérent. Comme on le fait pour la grippe, de vacciner les personnes les plus à risque, puisque le risque n'est pas le même selon l'âge et selon l'état de santé initial, puisque plus qu'une pandémie infectieuse, c'est une syndémie multifactorielle. Donc ça, il faut quand même aussi l'avoir en tête. Vous avez parlé d'éradication. Donc ça m'évoque finalement une stratégie qui a été beaucoup portée par ceux qui plaidaient pour ce qu'on appelle le zéro Covid. Et donc c'est des pays, notamment comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, qui ont donc l'idée derrière tout ça, c'était effectivement le zéro Covid. Donc c'est-à-dire l'éradication, vous avez utilisé le mot, de cet agent infectieux. Il y a depuis une très bonne publication d'Immuno de 2021 dans Science qui vous dit bien que c'est, je crois, 90% des immunologistes interrogés qui considèrent que le SARS-CoV-2 présente un potentiel d'endémicité majeure du fait de la présence dans des réservoirs animaux. Il y a du SARS-CoV-2 chez nous, mais il y a du SARS-CoV-2 chez les animaux domestiques et dans la faune sauvage. Donc là, il y a des études qui retrouvent du SARS-CoV-2 dans des réservoirs animaux, comme d'ailleurs c'est le cas dans la plupart des pathologies émergentes. Donc là, déjà pour éradiquer, donc ça va être très compliqué, puisque c'est un virus qui, de fait, circule même chez les non-humains, puisque là, on est dans une zoonose. Donc une maladie commune, un agent infectieux qui peut se transmettre de l'homme à l'animal et de l'animal à l'homme. Donc déjà, l'éradication, quand vous avez ça, c'est très compliqué. Il y a des agents infectieux qui sont des bons candidats à l'éradication, comme la variole, on l'a vu, ou la polio, parce que pas de réservoirs animaux, uniquement des réservoirs humains, et un vaccin stérilisant en termes de transmission de contamination. Ce n'est pas le cas ici avec le vaccin contre le SARS-CoV-2. Et également un virus, on le voit, qui présente de très nombreux variants, avec potentiellement, ça on le verra aussi plus tard avec les données en vie réelle, potentiellement, malheureusement, un échappement vaccinal. Donc tout ça fait que le SARS-CoV-2 n'est pas un bon candidat à l'éradication, et tous les pays qui ont mis en place des politiques zéro Covid drastiques en sont tous globalement revenus. Ils ont acté l'échec de cette stratégie non fondée sur les preuves, encore une fois. Les confinements, les fermetures d'écoles, enfermer des gens chez eux peut même être contre-productif dans la mesure où c'est un virus qui se transmet notamment lors de contacts prolongés et rapprochés, donc notamment lors des repas familiaux. Donc là, on voit même qu'on est contre-productif, enfermer les gens chez eux, alors que la meilleure protection, finalement, c'est bien sûr la vaccination pour les personnes à risque, mais aussi la ventilation. Je ne parle même pas de la dégradation de l'état de santé avec l'augmentation du poids
qui est un facteur de risque majeur, l'augmentation de la sédentarité quand vous enfermez des gens chez eux. Je ne parle même pas de l'explosion des violences familiales, des violences faites aux enfants. On a des publications scientifiques qui retrouvent une augmentation du nombre de bébés secoués pendant les confinements, des pédiatres qui ont publié des articles que l'on peut retrouver dans la littérature scientifique qui disent que le domicile est plus à risque que le Covid pour les enfants du fait des accidents domestiques, du fait bien sûr des violences chez les enfants qui se font des violences physiques, sexuelles, psychologiques. Donc voilà, donc là, si vous voulez, il y a énormément de questions qui sont soulevées. On parlait d'obligation vaccinale. Il faut bien voir que la médecine a vocation normalement à être suggestive et non pas normative. Et le respect du consentement des individus est un élément majeur de la médecine moderne, un élément majeur de la progression finalement du droit des patients. C'est la loi Kouchner de 2002, dont on va fêter les 20 ans cette année, qui a aussi acté, donc c'est dans le Code de la santé publique, c'est l'article 36 du Code de déontologie médicale, que tout médecin, que tout patient, après une information loyale, doit pouvoir donner son consentement libre et éclairé sur ce qu'il estime être sa balance bénéfice-risque individuelle. Et je pense qu'il est très dangereux, je parle en termes d'adhésion et de santé publique, puisqu'on retrouve vraiment une augmentation de l'hésitation vaccinale après la mise en place du pass sanitaire, notamment chez des personnes vaccinées. Là, on risque d'abîmer la confiance et la relation médecin-malade. On risque également d'abîmer la confiance population générale scientifique, et je ne parle même pas de la confiance population politique, sachant que l'on s'inscrit dans ce que l'on appelle l'ère des pandémies. Donc ça, c'est un rapport de l'IPBES, qui est la plateforme onusienne sur les services écosystémiques et la biodiversité, et l'OMS aussi alerte sur ça, sur le risque d'émergence d'agents infectieux. Donc, si vous voulez, on s'inscrit dans ce que l'IPBES appelle l'ère des pandémies, et il est plus qu'important d'adopter de manière rapide, à court, moyen et long terme, si vous voulez, des politiques de santé publique qui aient du sens et qui n'abîment pas la confiance, parce que si vous voulez, des pandémies, enfin, le SARS-CoV-2 n'est qu'un avant-goût d'autres pandémies. L'OMS parle de maladie X. C'est la liste blueprint de l'OMS qui est diffusée sur leur site depuis 2018, avec toutes les maladies à potentiel pandémique majeur. Donc, il y a bien sûr maintenant la Covid, on a Ebola, on a Marburg, et on a ce que l'OMS appelle la maladie X, qui est une maladie qui n'a pas encore émergé, mais qui aurait un profil pandémique majeur qui serait à risque pour la santé des populations. Donc, si vous voulez, je pense qu'il est vraiment important d'adopter une approche rationnelle et pragmatique dans la lutte contre une pandémie à court, moyen et long terme. Et cela ne peut se faire que si vous vous fondez déjà sur des preuves scientifiques et que vous avez aussi la confiance de votre population. Merci, Madame Puissat.